Voilà, donc quand vous allez arriver sur ce site, peut-être je vais quand même remettre la présentation comme ça vous voyez, vous avez une première question à laquelle vous pourrez participer. Alors je commence déjà, et puis dans quelques instants, on va voir ce que donne ce sondage. Donc, le premier sujet que je vais traiter, c'est les nouveaux traitements. Je m'excuse un peu pour ceux qui l'ont déjà entendu il y a quelques jours, mais j'ai un tout petit peu raccourci la présentation ici pour pouvoir parler aussi d'autres choses. Alors, vous savez certainement que la survie dans la mucoviscidose a augmenté de façon très importante depuis les années 50, grâce à de nombreux traitements qui ont été mis en place parce qu'on a mieux compris la maladie et qu'on a amélioré les soins. Les enzymes pancréatiques, la physiothérapie, les antibiotiques contre le staphylocoque et contre le pneumocoque. Donc plein de médicaments et de traitements physiques, mais aucun, comme vous voyez, qui traite directement le défaut de la mucoviscidose, qui est un défaut sur ce canal. Donc ici, vous avez représenté une cellule. Ici, c'est la surface de la bronche. Ici, c'est de l'autre côté du tuyau, un peu si on veut. Et puis la cellule, elle fait un tas de choses. Et dans les choses qu'elle fait, elle fabrique ce petit canal ici, qui est fabriqué près du noyau, là où se trouve l'ADN, puis qui va traverser la cellule pour se mettre à la surface. Et à la surface, il sert à faire des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de chlore notamment. Et puis, dans la mucoviscidose, ce qui se passe, c'est qu'on a des mutations dans le gène qui codent la fabrication de ce petit canal. Et il peut y avoir plusieurs mutations. Ça, c'est la situation normale, où le chlore il peut entrer et sortir, le canal est normal. Puis il y a des mutations où il n'y a pas du tout de fabrication du canal, parce que le gène ne permet pas, enfin la mutation qui se trouve au niveau du gène ne permet pas du tout de fabrication. D'autres où il y a une fabrication, mais le canal est très anormal, puis il est rapidement détruit, et donc il n'arrive pas jusqu'à la surface de la cellule, et donc il ne peut pas être efficace. Il y a des mutations où le canal, il arrive, mais il n'arrive pas bien à s'ouvrir. Il est presque normal, mais il n'arrive pas bien à s'ouvrir, donc le chlore ne peut pas passer à travers. Ou bien ici, eh bien, il est ouvert, mais le chlore est un peu freiné, ça ne va pas à la vitesse normale, etc. Et en fonction de ces différents types de mutations, on leur donne des numéros, comme ça, c'est des grandes classes. La quantité, la régulation, et donc la fonction globale du canal peut être totalement absente ou bien presque normale. Et je montre ce graphique parce qu'en fait, l'activité de ce canal, qui est 100% ici, donc ça c'est normal, 0% ici, donc il ne marche pas du tout. En fait, entre 0 et 100%, c'est comme une sorte de spectre. Et vous avez des gens qui sont normaux ici, mais par exemple, certains parents de patients mucos qui sont porteurs d'un gène, mais qui n'ont pas la maladie, si on mesurait exactement l'activité de leur canal, peut-être qu'elle ne serait pas de 100%, mais un petit peu inférieure. Et puis il y a des maladies qui touchent qu'un organe, par exemple, en lien avec ce canal, mais ce n'est pas une mucoviscidose, eh bien c'est un peu moins. Et dans le fond, pour arriver à améliorer déjà considérablement les patients mucoviscidose, si on commence quand ils sont enfants, si on arrive déjà à améliorer la fonction de leur canal, améliorer la fonction jusqu'ici, on va déjà avoir un effet très important. Et donc les nouveaux médicaments, c'est ça qu'ils vont essayer de faire. Alors, le premier médicament qui a été développé, c'est l'Ivacaftor, qui marche sur les mutations de classe 3, donc c'est celle où la porte, elle s'ouvre pas très bien, et donc il aide à ouvrir la porte. Et c'est ce qu'on appelle un potentiateur. Et vous voyez ici sur le test à la sueur que chez les patients qui reçoivent le médicament, après seulement 15 jours, c'est un effet très important. Ça, c'est anormal. Ça, c'est un abaissement. Et puis ça, c'est la ligne normale. Ça, c'est la zone grise. Donc, en dessous de 30, on est sûr qu'on n'a pas la muco. En dessous de 60, on est sûr qu'on a la muco. Et vous voyez que ces patients, avec ce médicament, on arrive à faire venir leur test de la sueur dans la zone grise. Et donc, c'est une preuve conceptuelle qu'il se passe quelque chose sur ce canal. Et puis, si on regarde, eh ben, on gagne 10% sur les fonctions respiratoires. C'est beaucoup. Et puis, on a un petit effet aussi sur les exacerbations infectieuses. Il y en a moins 26%. Et puis aussi un effet sur le poids. Donc, ça, ce n'est pas que dans le poumon, c'est aussi au niveau de la digestion et de l'absorption. Je passe vite là. Le médicament est remboursé en Suisse. Pour l'instant, c'est encore temporaire, mais disons, pour l'instant, c'est comme ça.
à partir de l'âge de 6 ans pour toutes ces mutations avec des conditions, mais je passe un peu vite. Et puis, dans des cas particuliers, on peut faire des demandes, puisque aux États-Unis, toutes ces mutations ont été reconnues comme étant, disons, cibles pour ce traitement. Donc, ce traitement peut avoir un effet positif. Alors, le problème, c'est qu'en Suisse, mais d'ailleurs presque partout en Europe, à part peut-être en Irlande, le nombre de patients qui ont cette mutation, c'est extrêmement faible. Donc, en fait, c'est un super médicament, mais ça concerne très peu de malades. Ce qui est fréquent comme mutation, c'est la mutation delta F508, comme vous le savez, je pense. Et donc, c'était tentant d'essayer ce médicament avec cette mutation. Ça ne marche pas. Et en fait, la mutation delta F508, c'est une mutation de classe 2. Et donc, la protéine, comme elle est très défectueuse, elle est rapidement éliminée. Donc, une des premières difficultés, c'est de l'amener jusqu'à la surface. Donc, le Lumacaftor, qui est un deuxième médicament qui a maintenant quelques années, eh ben, il aide la protéine à aller jusqu'à la surface pour qu'elle puisse faire son effet. Le problème, c'est que quand on le met seul, ça ne suffit pas. Et donc, on a pensé assez simplement que si on mettait les deux, eh ben, ça allait peut-être avoir un effet. Donc, le correcteur et le potentiateur, ce médicament existe, il s'appelle l'Orkambi, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et puis, il améliore les fonctions respiratoires, mais de façon moins spectaculaire. Il améliore aussi, il diminue aussi le risque des exacerbations. Et puis, actuellement, donc là, chez des enfants qui avaient 12 ans et plus, et actuellement, il a été accepté par Swissmedic, mais il n'a pas encore été validé, surtout pour son prix et ses conditions de remboursement, d'arrêt, etc., par l'Office fédéral de la santé publique. Et donc, on est toujours un peu dans une zone entre deux. Vous avez réussi à vous connecter ? Il n'y a pas de réseau ? Alors on va voir combien on a de personnes. Le nom du réseau, c'est Alpha Palmier ou... Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il s'était arrêté là. Ah mais c'est pas à l'écran. Non, c'est là. Donc j'ai 17 personnes inscrites. Donc la première question, l'équipe suisse va gagner la Coupe du Monde, vrai, faux ? Ah, vous êtes pessimiste alors ? Ah, ça recommence à... Ah mince, il faut vous réinscrire. Je pense que j'ai dû faire une bêtise avant en mettant... Voilà, mais vous pouvez simplement retourner dans la salle et il y aura d'autres questions qui vont suivre. Voilà, là j'ai 5 personnes. Très bien. Donc on continuera tout à l'heure avec d'autres questions. Je reviens sur ma présentation. Alors l'Orkambi, le petit souci qu'on a avec l'Orkambi, à part les questions de remboursement, comme vous avez compris, c'est un essoufflement inhabituel qui disparaît la plupart du temps, mais qui peut parfois persister, et puis des interactions avec les autres médicaments, et notamment avec la pilule. Et puis, pour un futur, peut-être, pour d'autres utilisations avec les médicaments anti-rejet pour les patients transplantés. Et donc, récemment, a été testé et même est en train d'arriver sur le marché un deuxième correcteur qui s'appelle le Tezacaftor. Le médicament s'appelle le Symdeko quand on l'associe avec le Livacaftor. Et ce médicament a des effets qui sont similaires à l'Orkambi pour les patients delta F508 homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont la mutation sur le chromosome du papa et de la maman, donc un gain de 4% sur les fonctions pulmonaires. Et là, on n'a pas les interactions et les effets indésirables respiratoires. On voit qu'il y a aussi un gain sur le test de la sueur et puis sur les exacerbations. Donc ce n'est pas aussi spectaculaire que le premier traitement que je vous ai montré, mais pour les patients avec delta F508, c'est équivalent à l'Orkambi.
Et puis, ce traitement, il a été aussi testé pour les patients qui ont une mutation delta F508 et une mutation fonction résiduelle. C'est-à-dire que le canal arrive quand même à la surface et qu'il a une capacité, sur la deuxième mutation, hein, et qu'il a quand même une capacité de conduire. Et là, on voit que quand on associe, quand on met le SIMDECO, alors on a un gain aussi important, un peu plus important, de l'ordre de 6% ici, sur les fonctions pulmonaires. Donc c'est un médicament qu'on pourra utiliser pour les delta F508 homozygotes et pour les delta F508 et mutations fonction résiduelle. Donc j'ai repris cette idée d'Elisabeth Tullis, qui est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la mucoviscidose à Toronto, au Canada, et qui disait on est maintenant à peu près à l'étape de l'iPhone 4S, là, avec nos médicaments. On se réjouit d'arriver là, il y a encore du chemin, mais n'empêche que c'est quand même beaucoup mieux que l'iPhone 1. Alors pourquoi ? On a la Calideco pour la G551D et les mutations de classe 3. On a l'Orkambi et le SIMDECO pour les delta F508 homozygotes. On a le SIMDECO, donc ça, c'est pas encore accepté par Swissmedic, mais le dossier est déposé, pour les patients qui ont une delta F508 et une fonction résiduelle sur le deuxième gène. Mais on n'a rien pour l'instant pour les patients qui ont des mutations qui ne confèrent aucune fonction, c'est-à-dire que le canal n'arrive pas à la surface et qu'il n'est pas... Cependant, il ne faut pas désespérer parce que la recherche est en cours. Ici, vous voyez sur le site de la Fondation Muco des États-Unis toutes les études qui sont en cours. Il y en a quelques-unes. Et ça, c'est que des études en cours sur ce type de traitement. Et il y a des traitements, y compris pour les minimal function, là, ceux qui n'ont pour l'instant pas de traitement qui leur est proposé. Des études sont en cours. Alors, quand... je suis passé un peu vite, mais quand les études arrivent au bout, là, voilà. Là, c'est quand elles arrivent pour les patients. Donc, ces 3 médicaments sont pour les patients, le Calideco, l'Orkambi et le SIMDECO. Et puis, quand on est en phase 3, c'est qu'on fait déjà des études sur des patients réels. Et les phases 1 et 2, c'est des phases de préparation du médicament, où on commence à le donner à des gens qui ne sont pas avec la mucoviscidose. Et là, il y a dont une étude qui est en train... Certains patients suisses... on peut y participer. Voilà. Et puis, l'autre nouveauté sur ces traitements, c'est qu'une fois qu'on a mis 1, puis 2, pourquoi pas en mettre 3 ? Et effectivement, c'est la triple combinaison. Et donc, on va avoir maintenant plein d'essais de ces différentes molécules mélangées, testées ensemble. Et on voit ici que pour les patients, ça fait une différence. On augmente de façon plus importante. Ici, avec... la fonction minimale, donc c'est justement ceux qui n'ont pas de fonction. Et puis ici, pour les delta F508 homozygotes, vous voyez que par rapport au SIMDECO, quand on met 3 médicaments, ça augmente encore plus l'effet du traitement. Et donc, on attend beaucoup de résultats. Donc, on arrive sur la deuxième partie de ma présentation. Et donc, je peux passer à ma question quiz suivante. Je vais parler de fertilité. Et... si ça marche. Ah non, j'ai perdu le réseau. Ah, ça, c'est assez nul. Alors, je devrais vous transmettre... Vous avez toujours ? Vous êtes déjà à la 3e question. Alors... Oui, donc ça, effectivement, c'est la question 3. Voilà, question 2. Avez-vous déjà entendu parler de fertilité masculine
en lien avec la mucoviscidose. Donc 83%, alors je suis favorablement surpris, tant mieux. On y revient tout de suite. Et puis on peut enchaîner sur la question 3. Il n'y a que 10 personnes qui ont répondu, les autres veulent encore vite répondre. Donc vous pouvez choisir toutes les réponses là, hein. Vous pouvez mettre tout juste si vous voulez, il n'y a pas... C'est pas qu'il y a une réponse juste et... Ah, mais vous ne voyez pas les résultats. Pourquoi ? Je pensais que j'allais répéter, hein. Je pensais que j'étais super au point, mais... Alors tant pis, je vous dirai les résultats. J'ai 18 réponses. Alors, peuvent avoir des enfants normalement, donc là il y a 10% à peu près des personnes dans la salle qui pensent que oui. Peuvent rarement avoir des enfants de manière naturelle, 42% pensent que c'est comme ça. Ne produisent pas de spermatozoïdes dans leurs testicules, il y a 8% des personnes dans la salle qui pensent que c'est le cas. Il n'y a personne qui a répondu ne peuvent pas avoir d'enfants du tout. Et il y a 42% qui pensent qu'ils peuvent avoir des enfants, mais pas de manière naturelle. Alors, donc dans cette session, je rame un peu là, sur la fertilité, donc ce que savent les hommes sur la question, il y a 71% des hommes qui savent que les patients mucos sont infertiles. Il y en a 29% qui savent que c'est à cause des canaux déférents. Je vais un tout petit peu revenir là-dessus. Et alors c'est pour ça que j'étais surpris en bien. Il y a 50% des hommes qui disent ne jamais en avoir parlé ni qu'on leur ait suggéré la question. Bien que, au contraire, il y en a 71% qui veulent avoir des enfants. Et puis 45% qui n'ont pas eu d'informations sur les méthodes disponibles pour essayer d'en faire. Donc ça, c'est une étude anglaise. Évidemment, si on faisait ça ailleurs, ça serait... par exemple, ici, c'est pas comme ça. Mais ça donne une idée quand même. Alors, le problème, effectivement, c'est que si on regarde le sperme d'un homme muco, normalement, on ne va pas trouver de spermatozoïdes dedans par rapport à un sujet normal. Et quand il n'y a pas de spermatozoïdes, ça s'appelle azoospermie. Et puis, il y a deux possibilités. Soit c'est qu'il n'y a pas de production, soit que le passage des spermatozoïdes est empêché, ce qu'on appelle une azoospermie obstructive. Alors, dans la mucoviscidose, c'est ça le problème, c'est-à-dire que les canaux déférents, qui sont... Ici, vous avez le testicule qui fabrique les spermatozoïdes, et puis ils passent dans ce canal déférent, et ensuite dans la verge... au moment de l'acte sexuel, et il y a une agénésie de ces canaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents chez les hommes qui ont la mucoviscidose. Alors, important quand même, l'essentiel en bref, ça change un petit peu la fluidité du sperme, mais par contre, ça n'a pas d'effet sur le plaisir sexuel. Et puis, malgré que 95% des hommes ne vont pas avoir de spermatozoïdes si on regarde leur spermogramme, il y en a quand même 5% qui peuvent tout d'un coup faire un enfant naturellement. Donc ça peut arriver, et c'est toujours bon à savoir si ce n'est pas ce qu'on a prévu de faire tout de suite, parce que si on ne se protège pas, on n'est pas 100% garanti de ne pas faire d'enfant au moment choisi. Et puis la production des spermatozoïdes, par contre, est normale dans la grande majorité des cas, 90%. C'est probablement assez semblable aux hommes qui n'ont pas la mucoviscidose, parce qu'il y a un tas d'hommes qui n'ont pas la mucoviscidose puis qui ont une production de spermatozoïdes qui n'est pas normale. Alors ce que nous disent ces chiffres, d'abord, alors je pensais que c'était un sujet difficile à aborder, visiblement pas pour les personnes de la salle, et tant mieux, que ce soit pour les patients et les soignants, et pourtant c'est un sujet qui intéresse et donc il faut en parler. Alors la première étape, c'est le spermogramme que je vous ai montré. Donc ici vous avez un film, on regarde dans l'éjaculat combien il y a de spermatozoïdes, comment ils bougent, etc. Pour les patients avec la mucoviscidose, l'intérêt c'est surtout de voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et puis, ça vaut la peine de le répéter 2 fois, parce que si vous êtes en pleine exacerbation infectieuse au moment où on le fait, ça peut altérer un petit peu les résultats. Et puis, donc, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, la deuxième étape, c'est de faire un prélèvement testiculaire. Il existe plusieurs techniques, mais ce qui est le plus couramment fait maintenant, c'est de faire une ponction dans l'épididyme, qui est un petit sac au-dessus du testicule, dans lequel les spermatozoïdes s'accumulent. Ici, c'est une anesthésie locale, on passe à travers la peau.
ou bien ici en microchirurgie. Puis les autres possibilités, c'est de faire une petite biopsie du testicule en anesthésie locale, et là on peut évidemment trouver des spermatozoïdes, ou une ponction directement dans le testicule. Et puis, en même temps, il faut que la partenaire puisse être préparée. Donc c'est toutes les étapes d'une fécondation in vitro. Il y a une stimulation de la future maman, on récolte les ovocytes, c'est-à-dire les ovules. Ça, c'est une ponction qui se fait pour les prendre. On prépare les spermatozoïdes. Ensuite, on fait la fécondation, c'est-à-dire qu'on injecte le spermatozoïde dans l'ovule. Puis on attend 3 jours et que ça commence à se diviser. Et puis les embryons qui sont à ce moment-là obtenus, on en introduit généralement un. On évite les grossesses gémellaires maintenant. Et puis ceux qui n'ont pas été implantés, on les congèle pour pouvoir les utiliser avec une tentative suivante si c'était nécessaire. Et puis je voulais faire un petit sujet de la santé respiratoire pour les femmes. Donc je tente un dernier coup ma question là, en espérant que ça sera moins problématique. Donc la question, c'est concernant les femmes souffrant de la mucoviscidose, vous l'avez ? La grossesse est toujours dangereuse. Le risque de décès tout au long de la vie est plus important après une grossesse. L'état nutritionnel avant la grossesse est très important. Le risque d'exacerbation et une faute d'orthographe infectieuse respiratoire est augmenté pendant la grossesse. J'ai 10 réponses sur 25. Vite, vite. Alors, il y a 9% des gens dans la salle qui pensent que la grossesse est toujours dangereuse. Il y a 6% qui pensent que le risque de décès au long de la vie est plus important après une grossesse. 46% qui pensent que l'état nutritionnel avant la grossesse est très important. Et finalement, 41%, presque pareil, donc là c'est 2 fois à peu près la moitié de la salle, que le risque d'exacerbation infectieuse est augmenté pendant la grossesse. Alors vous êtes assez bon, je dois dire. Donc avant de débuter, juste, c'est important, si c'est un désir de faire, de faire un enfant dans le couple, c'est important juste de discuter de ces étapes. Le conseil génétique, c'est un moment pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on teste le partenaire pour évaluer si l'enfant risque d'être malade ou bien simplement porteur. C'est une étape assez importante qui devrait toujours être proposée et dont vous pouvez bien sûr disposer, mais c'est conseillé. L'évaluation nutritionnelle est très importante, donc ça c'était une partie de la question où vous étiez juste en majorité. Et puis la stabilisation de l'état respiratoire aussi. Et juste pour faire un petit point sur la grossesse, parce qu'après j'ai plutôt parlé de la respiration, on conseille dès que la conception a commencé d'augmenter les prises alimentaires et puis de viser une prise de poids de 11 kg au cours de la grossesse. Et pour une mère qui a la mucose, c'est un peu un défi parce que c'est pas facile de prendre du poids. Et bien sûr, traiter le reflux, qui est l'acidité qui remonte de l'estomac et qui est souvent aggravée pendant la grossesse. Alors, quelques généralités. Les grossesses, il y en a de plus en plus chez les patientes muco. On dit habituellement que la fertilité persiste. Elle peut être un peu réduite par rapport à la population générale. Les facteurs de risque qui font diminuer cette fertilité, c'est l'insuffisance pancréatique, l'âge, mais ça c'est comme pour toutes les femmes, et puis l'infection avec le pseudomonas. Et puis pendant la grossesse, on va avoir une diminution du volume pulmonaire. Ce n'est pas tout à fait une diminution, mais c'est une variation dans les volumes pulmonaires qui est due au fait que le bébé prend de la place et que ça diminue l'espace aussi pour la cage thoracique et les poumons. Il y a une augmentation de la respiration qui est importante, et ça c'est bien chez toutes les femmes enceintes. Et puis, le dernier message dans les généralités, c'est que ça nécessite souvent de faire des consultations beaucoup plus régulières au centre muco, 1 fois par mois, voire plus même au cours du 3e trimestre. Alors ça, c'est un poster que Alain Sauty m'a transmis, que j'avais manqué, mais qui est intéressant parce qu'on voit que ici, si on prend 20 patientes muco dans un centre européen, il y en a 85% qui ont eu au moins un début de grossesse naturellement.
Donc en fait, je disais qu'il y a une diminution de 35% par rapport à la population générale, mais dans ce petit travail, c'est comme toutes les femmes. Et puis que 75%, au moins une naissance naturelle. Donc elles ont pu avoir plusieurs enfants, mais au moins une pour 75% des femmes, ce qui est plutôt encourageant. Alors qu'est-ce qu'on va observer? On va voir au cours de la grossesse que les femmes enceintes ont besoin de plus de cures d'antibiotiques que les autres, si elles sont comparables pour tout le reste, c'est-à-dire l'âge, la taille, je ne sais pas, les pseudomonas, etc. Et puis qu'on va avoir un peu plus de visites. Ce qui est assez intuitif, parce que je vous ai dit, il faut voir les gens plus souvent à ce moment-là. Par contre, ici, il n'y a pas de différence, on dirait, mais statistiquement, et nous, les médecins, on regarde les statistiques, ce n'est pas différent ici, le nombre de visites, peut-être il y a plus de visites pour des maladies, mais ce n'est pas significatif. Une autre chose intéressante, c'est que le fait d'avoir un diabète avant de commencer la grossesse fait qu'on a des fonctions pulmonaires qui sont un petit peu moins bonnes que une femme qui n'a pas le diabète. Mais par contre, au cours de la grossesse, vous voyez que ça ne fait pas de différence sur l'évolution des fonctions pulmonaires. Et même après. Donc même dans les années qui suivent. Donc il n'y a pas d'accélération du déclin au cours de la grossesse pour les patientes qui ont un diabète. Puis finalement, c'était la question, est-ce que si on a un enfant, on a plus de chances de mourir plus vite, plus tard dans sa vie? Cette étude, elle dit non. Vous voyez que ici, c'est 100% de survie, ici, c'est 0% de survie, ici, c'est les années qui passent. Et on voit que les femmes qui ont eu un enfant à un moment donné dans leur vie, elles ne meurent pas plus que les autres. Et c'est encore vrai, même si elles ont des mauvaises fonctions pulmonaires au moment de la grossesse ou qu'elles ont un diabète au moment de la grossesse. Donc ça ne diminue pas vos chances de survie dans le temps. Bien sûr, il y a des contre-indications. Absolu, ça veut dire que c'est vraiment pas une bonne idée de faire un enfant, qu'il ne faudrait pas faire un enfant si on a une maladie sévère du foie ou une hypertension pulmonaire, qui est rare, mais qui peut arriver avec la mucoviscidose, et relative si on est colonisé par le Burkholderia, qui est un germe multirésistant, très difficile à soigner, et puis qui fait baisser les fonctions pulmonaires un peu plus vite. Si on est très maigre, le BMI, ça représente le rapport entre le poids et la taille. Et puis si on a des fonctions pulmonaires très abaissées, c'est relatif parce qu'en fait, une femme qui a 40% mais qui est très stable, qui ne fait pas d'exacerbation, c'est un peu moins embêtant en réalité qu'une femme qui a 60% mais qui a besoin de 4, 5, 6 cures antibiotiques par année pour des exacerbations. C'est pour ça que ce n'est pas absolu. Voilà. J'avance peut-être un peu parce que j'ai déjà pris pas mal de temps et conclure pour dire que c'est possible en 2018 d'être maman en ayant la muco, qu'il y a des contre-indications, et ça se discute à la consultation, que le suivi doit être plus régulier pendant la grossesse pour détecter un diabète ou des exacerbations qui doivent être prises en charge, et que globalement, l'évolution de la maladie n'est pas affectée par la grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser au Dr Plojou maintenant? Oui. Une courte concernant la possibilité d'avoir 2 ou 3 médicaments. Est-ce que le fait d'avoir 3 médicaments, ces médicaments deviennent moins chers, plus chers? Quelle est la politique des pharmaciens dans ce domaine? Oui, alors déjà, ce qui va faire baisser le prix des médicaments, c'est les années qui passent et les concurrents qui arrivent. Parce qu'il y a des brevets qui tombent à partir d'un certain temps. Et donc, quand le brevet tombe, il y a des génériques qui peuvent arriver. Donc, des gens peuvent commencer à faire la même molécule puis la vendre moins cher. Donc, ça va faire baisser le prix. Et puis, le fait qu'il y ait des concurrents qui arrivent, aussi, ça va avoir un impact sur le prix. Donc, la liste que vous avez vue dérouler là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le prix, mais vous avez vu aussi que ça va prendre un petit peu de temps. Après, le fait qu'on associe les médicaments chez quelqu'un, c'est plutôt le nombre de patients qui va être concerné. Dans l'Orkambi, il y a le même médicament que dans le Kalydeco, mais il est moins cher. Mais vous savez qu'en Suisse, c'est à peu près 500, 700 patients qui sont le public cible de ce médicament, alors que le Kalydeco, c'est moins que 10. Donc il y a aussi ça, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte.
Et puis bien sûr, à un moment donné, peut-être, mais ça c'est pour plus tard, l'état financier de la société et d'autres choses. Mais disons, sur les éléments immédiats, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires. On a eu cet après-midi, on revient de Berne, où on a eu la réunion du groupe suisse de mucoviscidose, où on a justement abordé cet aspect-là, parce que actuellement l'Orkambi n'est pas remboursé en Suisse et surtout pas remboursé chez les enfants. Les assurances maladie, une fois l'âge de 20 ans passé, entrent en matière pour la plupart, pas toutes, mais la plupart, mais par contre, à l'AI refuse la prise en charge de l'Orkambi. Donc on est en train de discuter et de travailler pour essayer de faire rembourser ce médicament, parce que ça conditionne aussi la suite, parce que c'est clair que ce n'est pas un médicament qui est aussi efficace que le Kalydeco, mais disons qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, on ouvre la voie avec ça, mais si à chaque nouveau médicament, c'est un processus qui prend 2 ans, ça ne va pas. Aux États-Unis, le processus est très rapide, puisque le 3e médicament que tu as montré, le Simdemco, est déjà enregistré. Ici, on peut l'avoir que pour des patients qui, on va dire à usage compassionnel, qui ont moins de 40% de VEMS, qui ont été mis sous Orkambi, mais l'ont mal supporté. Donc, dans ces cas-là, on peut essayer de faire une demande pour le Simdemco, mais ça reste, disons, une petite proportion des malades. Donc, c'est compliqué. On vous tiendra au courant régulièrement de cette situation. Oui. Attendez, juste pour ça. Merci. Par rapport aux médicaments, ils sont surtout dédiés, entre guillemets, aux patients qui n'ont pas été transplantés, j'imagine, vu le gain pulmonaire, ou bien les effets secondaires, entre guillemets, de gain de poids et d'autres améliorations permettent aussi aux patients transplantés d'accéder à ces médicaments. Pour l'Orkambi, clairement, enfin le Lumacaftor en particulier, comme vous avez compris, il y a un problème avec les interactions. C'est sûr, j'ai montré, il y avait un gain sur la prise de poids. Il y a des données, je ne peux pas tout montrer, mais il y a des données intéressantes sur le contrôle du sucre et du diabète aussi. Et donc ça, c'est clairement des cibles de traitement pour les patients transplantés, parce que, comme vous savez, quand on transplante les poumons, la muco, elle reste dans les autres organes. C'est certain qu'il va y avoir des essais, en tout cas des rapports de cas, des séries et des essais qui vont concerner les patients transplantés, mais ce n'est pas encore, pour ces patients-là, disons dans la liste d'études que j'ai montrées, c'est souvent les delta F508, quelquefois les mutations de gating, comme la cible du Kalydeco, et les mutations minimal function, mais chez des patients qui n'ont pas encore été transplantés. Parce que on a besoin de beaucoup de patients qui se ressemblent pas mal pour arriver à dégager un signal, et avec les patients transplantés, il y en a moins, et c'est plus compliqué. Donc on peut bien imaginer que... Mais si le Simdemco ne montre pas d'interaction, ça sera... Même si on n'a pas des études convaincantes pour les patients transplantés, ça sera plus facile de se dire au moins qu'on ne risque pas de faire des grosses bêtises. Voilà. Mais là, c'est pas encore clair. C'était surtout au niveau des coûts que ça a l'air d'être très très cher. Donc, quand il y a un gain pulmonaire qui est souvent ce qui est le plus critique chez les patients, je pense que aussi l'État et les assurances seront plus prêts à le prendre en charge par rapport à un gain, je ne sais pas, en contrôle d'une hypoglycémie ou d'une... Bon, on sait là déjà que pour l'Orkambi, vous avez vu, c'est 3% d'augmentation des fonctions pulmonaires, c'est peu. Dans notre expérience, ça fait quelque chose. Peut-être pas à tout le monde, mais ceux qui ont pu avoir le médicament, ça fait quelque chose. Mais ça, quand on le dit à l'OFSP, ils s'en foutent un peu. Ça fait quelque chose. Eux, ils veulent quelque chose de solide. 3%, c'est pas très spectaculaire. Et c'est une des raisons, probablement, qui fait que la discussion traîne et que, pour l'instant... Alors, c'est sûr que quand il y aura des associations avec d'autres médicaments ou des triples associations qui auront un effet beaucoup plus important, peut-être qu'on aura plus de poids dans la négociation. J'ajouterais juste une chose, c'est que c'est 3% sur la durée de l'étude, qui était de 6 mois, mais si on regarde dans le temps, l'écart entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas va augmenter. Donc,
Évidemment, on a une vision à court terme, mais il y a des calculs de prédiction qui ont montré que la différence augmentait avec le temps.